Salut camarades! Aujourd'hui, je vais commencer une petite série sur l'âge d'or de la piraterie, à savoir les 17 et 18e siècles dans les mers du Sud. Ce qui ne veut pas pour autant dire que je vais arrêter ma série sur les croisades, je vais mener les deux en parallèle. Et si j'ai dit petite série, c'est parce qu'elle se veut un peu moins précisément documentée que les croisades. Ce qui ne veut pas non plus dire que j'ai pas étudié le sujet, je l'ai quand même bien potassé. On va donc commencer par quelques mises au point plutôt utiles. Bah, pourquoi t'es en costume déjà? C'est pas que pour les mots historiques? Alors écoute-moi bien Moussaillon, ici c'est mon navire, c'est mon bâtiment, donc je suis seul maître à bord, et si je suis seul maître à bord, je fais ce que je veux, et si je fais ce que je veux, je me mets en costume, et tu poses cet intestin grêle. C'est pas propre. Je disais donc que nous allions commencer par quelques définitions, parce que si je vous dis pirate, flibustier, corsaire, boucanier, frère de la côte, vous savez pas forcément trop démêler les trucs. Donc, on va faire ça ensemble, toi, tu vas ramasser tes boyaux et tu vas larguer la grand voile, et moi, je vais faire une vidéo. Mais on peut pas avoir de voile, on est dans un appartement. Tu arrêtes! Tu arrêtes de tuer l'imaginaire de mes spectateurs, tu m'énerves! D'abord, le pirate, figure emblématique par excellence. Globalement, lui, c'est assez simple, c'est un marin bandit qui ne respecte aucun pavillon, aucune nationalité et qui ne travaille pour aucun gouvernement. Son but, c'est tout simplement de faire des prises sur des navires, sur des villages de pêcheurs ou encore des villes côtières. Et preuve que la vocation est ancienne, pirate vient du latin pirata, qui lui-même vient du grec peirates, qui signifie en gros « celui qui tente ». Sous-entendu, de te péter la gueule en mer pour se faire du bif. Plus ou moins. On entend aussi parfois dire forban, mais forban ça veut juste dire littéralement hors du banc, donc hors la loi. Bon, c'est un petit peu générique. Cela dit, les gouvernements sont pas très regardants sur la définition de piraterie. Tu peux te permettre de considérer comme pirate le marin qui s'approche un tout petit peu trop près de toi en mer, qu'il soit marchand, flibustier, corsaire ou pêcheur de harengs, si tu le chopes, tu le pends. C'est tout. Les corsaires, eux, ils bossent pour quelqu'un. Alors le plus souvent, c'est en cas de guerre, pour leur gouvernement. Mais ça peut aussi être pour un armateur, pour un puissant, ou encore pour une compagnie, une sorte de grosse société commerciale. Les contrats qui les lient, ça s'appelle des lettres de commission, des lettres de marque, qui les autorisent, le plus souvent en cas de guerre, parce qu'en théorie, il n'y a qu'en cas de guerre que ça se fait, à prendre des possessions de l'ennemi. Ensuite, ils vont aller faire vérifier la légalité de leur prise, pour savoir s'ils n'ont pas fait de la piraterie, et après ça, le butin est partagé. Il y a la plus grosse part pour le gouvernement, une pour leur commanditaire, une pour le gouverneur local, une pour leur capitaine évidemment, et le reste est divisé entre les matelots. Cette guerre que pratiquent les corsaires, c'est donc la course. Oui, quand à l'époque tu disais « maman, je vais faire les courses », ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. La course se pratique depuis le 15e-16e siècle et se pratique de deux façons. D'abord la course en guerre, la plus classique, je prends des navires à mon ennemi, et la course en guerre et en marchandises. Alors là, tu as le droit de forcer les populations ennemies à commercer sous la menace, ce qu'on appelle d'ailleurs le commerce au bout de la pique, ce qui est assez évocateur. On peut dire raquette aussi, ça marche. Le gros problème des corsaires, c'est la communication. Parce que quand t'es au beau milieu de l'océan, c'est pas forcément facile de connaître l'actualité politique. Je veux dire, à moins de faire de la divination dans une mouette, tu ne peux pas être au courant de ce qui se passe dans la capitale. Donc il arrive parfois que, sans que tu le saches, entre le moment où tu as reçu ta lettre de marque et le moment où tu as fait ta prise sur ton ennemi, eh bien ton gouvernement il a fait la paix avec cet ennemi. Et du coup ce que tu as fait toi, c'est de la piraterie. Donc quand tu rentres au port en espérant un triomphe bien mérité, eh ben on t'arrête et on te juge. Et parfois on te pend. Enfin ça dépend. Si t'as rapporté suffisamment de pognon pour plaire à tout le monde, non. Question de principe. Ensuite, nos amis les flibustiers. Alors selon le spécialiste Jean-Pierre Moreau, le terme vient de l'anglais freebooter, puis flibutor, qui signifie globalement corsaire, et non pas, comme on l'a longtemps cru, du flamand vrijbuiter, qui signifie libre butineur. C'est mignon mais ça vient pas de là. Et bien que le terme de flibustier ne soit fréquemment employé qu'à partir de 1666, la flibuste existe depuis le début du XVIe siècle et son âge d'or s'éteindra à la fin du XVIIe. Officiellement, ce sont des corsaires, au sens où comme eux, ils bénéficient de lettres de marque données par leur gouvernement pour s'en prendre aux possessions de l'ennemi. Et l'ennemi à l'époque,
C'est plutôt l'espagnol, parce que l'espagnol c'est le maître très peu partageur de l'immense richesse que représentent l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Ça, c'est la version officielle. Mais globalement, les flibustiers, ils sont beaucoup plus roublards que les corsaires. Oui, parce que dans les faits, en fait, si certaines de ces lettres de marque sont délivrées en toute légalité, il y en a d'autres qui sont un peu plus frauduleuses. Mais en même temps, si on regarde bien, les gouverneurs locaux, les armateurs, les marchands, les nobles, ils se font un tel degré de bif quand ils investissent dans la flibuste, que du coup, ils continuent à investir même quand le gouvernement l'a interdite. Et parfois même, le gouvernement interdit la flibuste en disant « c'est de la piraterie », mais en sous-main, elle la soutient. Pourquoi ? Parce que ça permet d'affaiblir celui qui, malgré la paix, reste un ennemi potentiel, tout en ne se mouillant pas dans l'affaire. Ça, c'est assez malin, oui, on est d'accord. Et dans ce cas-là, l'historien Manuel Lucena Salmora, je suis désolé quand j'essaie de parler espagnol, ça saute un peu, il parle de corso-piraterie. Oui, c'est pas fait chier pour le nom, on est d'accord. Par exemple, on a vu des gouverneurs français donner des lettres de marque portugaises à leur capitaine pour attaquer l'Espagne avec qui on était pourtant en paix. Et à l'inverse, puisqu'il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas lire à l'époque, il y a un pirate malin qui s'est fait passer pendant pas mal d'années pour un corsaire en arborant un papier qui en fait ne lui permettait que de chasser les chèvres, au nom du roi du Danemark. Les flibustiers abusent donc parfois de ce procédé, voire même ne s'embarrassent d'aucun semblant de légalité, sachant très bien que la quantité de pognon qu'ils rapportent va plus ou moins permettre d'oublier ce genre de détails juridiques, ils ne se gênent pas. Et ils ont même un argument de secours. Les Espagnols ayant interdit tout commerce et toute pêche aux autres Européens sur les mers du Sud, c'est souvent eux qui attaquent les premiers. Donc c'est de la légitime défense. On est totalement dans un argument du type « c'est lui qui a commencé ». À mi-chemin entre le pirate et le corsaire, le flibustier peut aussi être parfois un cultivateur ou un commerçant. Parfois même un peu tout en même temps. Il y en a beaucoup qui s'associent deux à deux, comme ça il y en a un qui garde la plantation tandis que l'autre part en mer, et ainsi de suite. Mais c'est sûr, globalement, que c'est pas grâce à cette activité super badass qu'est la culture du tabac que les mecs se sont rendus célèbres. C'est plutôt grâce à des exploits dont nous reparlerons et qui font que vous connaissez tous l'île de la Tortue ou encore Port-Royal. Et pour finir, les boucaniers. Alors là, globalement, on est quand même très loin du pirate, à la base. Les boucaniers, ce sont des chasseurs. Alors ils chassent le porc ou le bœuf sauvage sur les côtes de Saint-Domingue, ce qui d'ailleurs les pousse à se faire appeler les frères de la côte. Non, pas de la côte de bœuf, non. Non plus, pas la côte de porc. De la côte de Saint-Domingue. Saint-Domingue, ou Hispaniola, c'est une île que plusieurs nations essaient de contrôler simultanément, notamment et surtout les Français et les Espagnols. Ce qui va d'ailleurs pas mal perturber la vie pépouze des boucaniers. Les boucaniers vivent par groupe de deux, possédant tout en commun, ce qu'on appelle le matelotage, et qui a poussé beaucoup d'historiens très subtils à dire « Ah mais en fait ils sont pédés !» Voilà, donc ils se sont fait un plan genre Brokeback Jungle, ce qui est un tout petit peu con et réducteur, vous en conviendrez comme moi j'espère. Le problème des boucaniers, c'est qu'ils ne reconnaissent aucun chef, aucune autorité. Alors il y a beaucoup de mecs, dont des gouverneurs français, qui vont essayer de leur inculquer la notion de supériorité hiérarchique, de société, mais sans grand succès. On les voit comme des marginaux. La plupart du temps, ils vendent leurs produits de chasse sur l'île de la Tortue, qui est au nord de Saint-Domingue, qui est française et qui est un très gros bastion de la flibuste. Donc de temps en temps, ils se disent que pour arrondir les fins de mois, ils vont participer à des expéditions flibustières, où leur habileté au tir les rend très précieux. Et c'est là enfin qu'on peut associer l'idée de boucanier à l'idée de pirate, corsaire, flibustier, tout ça. En plus, les conflits entre les Français et les Espagnols à Saint-Domingue vont pousser ces derniers à ravager les territoires de chasse des boucaniers. Sauf que les boucaniers, globalement, c'est un peu des Rambo, les mecs. Ils sont très bons au tir et ils connaissent parfaitement bien les lieux, dont la jungle. Donc ils vont leur mener une guérilla mais d'enfer. Ils vont même parfois monter des expéditions maritimes contre les Espagnols. On parle alors de boucane, une sorte de flibuste artisanale. Boucanier, boucane, ça vient d'où ? Tout simplement du boucan. Non, pas le fait de faire du bruit, ça vient du cri du bouc. Non, il fait pas boucan le bouc. Non, il fait mais. Pas mais, quand il est plutôt vieux. Bref. Le boucan dont je parle aujourd'hui, c'est une grille sur laquelle on fait cuire les viandes pour mieux les conserver. Et c'est une technique que les boucaniers ont apprise auprès des Indiens, qui appellent ça barbaco. Voilà. Barbecue, barbac, tout ça.
C'est rigolo l'étymologie. Si. Ne perdez donc pas de vue qu'en fonction de l'occasion, un homme de l'époque peut être un flibustier, un cultivateur, un corsaire, un commerçant, un pirate, un soldat du roi ou encore un boucanier. Il n'y a pas de caste immuable, et souvent les conditions de l'époque poussaient à cumuler plusieurs casquettes. Ce qu'il faut retenir en revanche, c'est que justement ces conditions de vie si particulières et si éloignées des réalités de l'Europe ont façonné une société qu'on peut dire nouvelle, qui, tout en cherchant à s'en inspirer, ne pouvait évidemment pas être exactement la même que dans les sociétés européennes. Dans le genre, chaque nouveau colon arrivant dans ces colonies devait travailler obligatoirement pendant plusieurs années, en France c'était 3, comme engagé. Alors, l'engagisme, je suis d'accord avec vous, ce terme est horriblement moche, l'engagisme c'est une sorte de servage obligatoire pendant lequel on pouvait tout te demander. Et c'est probablement comme ça qu'on apprenait tous ces différents métiers, et qu'on pouvait ensuite s'orienter. Une sorte de CPE de l'extrême, je suis d'accord. J'espère que ces définitions vous ont plu et vous serviront pour la suite des opérations. S'il y a des termes que j'ai oubliés que vous voulez que je définisse, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Pareil pour des notions géographiques, administratives de l'époque, etc., les navires, tout ça, n'hésitez pas une seconde, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ne me demandez en revanche rien sur le système monétaire de l'époque, parce que j'y pige rien du tout. Les réales, les pièces de 8, les machins, les... j'ai pas bien compris, donc c'est pas la peine, je suis désolé. Bien essayer de faire un effort à la rigueur, voilà. La prochaine vidéo sur les croisades, elle arrive d'ici à peu près 7, 10, 15 jours, puis je sais c'est une grosse fourchette. Voilà, ensuite il y en aura eu un nouveau sur les pirates, là on parlera du contexte précédent l'âge d'or de la piraterie, et puis le reste de la série ce sera sur des portraits de pirates, de flibustiers, de corsaires célèbres, ou encore des grands noms comme effectivement Port-Royal, l'île de la Tortue, tout ça. Un grand merci à tous ceux qui me donnent de l'argent sur Tipeee, je suis votre débiteur et je vous suis très reconnaissant du coup. Ça me permet d'acheter un peu des décors, des costumes, des consommables, genre les piles, les batteries, les ampoules, tout ça. Si vous voulez participer et que vous en avez les moyens, vous pouvez donc le faire aussi sur le site Tipeee. J'espère que cette vidéo vous a plu, tout ça. Vous êtes toujours les bienvenus dans les commentaires et sur les réseaux sociaux et c'est vachement sympa de discuter avec vous. Généralement, ça me refait mes journées, donc n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse, camarades. Salut.